La deuxième communication serait celle d'Antoine Gauthier-Trépanier. Antoine est candidat à la maîtrise à l'Université de Sherbrooke sous la direction de Tristan Landry. Il s'intéresse à l'usage des systèmes d'information géographique, les SIG, en histoire. Son étude de cas concerne un fonds d'archives contenant diverses lettres, cartes et correspondances émanant du renseignement militaire russe au Moyen-Orient pendant le 19e siècle. Il nous parlera aujourd'hui de l'utilisation de cet outil que sont les systèmes d'information géographique dans le cadre d'études historiques dans une communication qui s'intitule « De la géohistoire au spatial turn, quelles opportunités pour l'historien ». Alors Antoine, je te laisse la parole. Oui, d'abord, merci M. Noguera pour la présentation. Beaucoup d'informations. Je vais revenir sur certains aspects. D'abord, je voulais spécifier qu'au fond, je viens de commencer ma maîtrise, donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce n'est pas mes résultats de recherche. J'ai plutôt cherché à alimenter une réflexion avant de commencer, en fait, sur l'usage des systèmes d'information géographique pour l'historien. Donc, c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, je débuterai avec une affirmation. C'est celle-ci. « Historians begin by looking backward, they often end by thinking backward ». C'est une affirmation de Nietzsche qui est utilisée par David Hackett Fischer dans son ouvrage « Historian Fallacies » pour exposer les limites d'une histoire strictement narrative. Conséquemment, lorsque vient le temps de faire une introspection sur la discipline historique, il convient de se tourner vers ses outils, ceux du présent et du futur, pour mieux questionner ses pratiques. En effet, les critiques adressées aux tenants du paradigme de l'histoire narrative visent davantage ces outils que ces méthodes. Ainsi, dans l'optique d'un tournant numérique, amorcé depuis plus d'une décennie dans certaines universités, il importe de faire le point sur les nouvelles approches historiques qui utilisent le numérique à leur avantage. Nous verrons donc de quelle manière les chercheurs-chercheuses en histoire peuvent-ils intégrer certaines pratiques pour optimiser leur potentiel analytique en rendant compte d'une tendance, celle des systèmes d'information géographique, ou SIG, appliqués dans le cadre des études historiques. Donc, en ce sens, la présentation ne vise pas à explorer l'usage technique, informatique des SIG, mais bien présenter c'est quoi l'opportunité qu'ils offrent pour l'historien, ainsi qu'en présentant ses possibilités et ses limites. Donc, je vais d'abord détailler qu'est-ce qu'un SIG, pour ensuite faire les liens entre SIG et histoire, pour finalement le replacer dans un contexte de tournant spatial. Donc d'abord, qu'est-ce qu'un SIG en fait? Donc c'est un système d'information géographique, un terme utilisé par les géographes et surtout sa science informatique appliquée, la géomatique. Il s'agit en premier lieu, c'est une définition très technique, donc d'un système permettant à partir de diverses sources de rassembler, organiser, gérer, analyser et combiner pour finalement présenter des informations localisées géographiquement. En fait, il s'agit de superposer par couche des données alphanumériques. Si vous voulez une définition qui est beaucoup plus large, celle d'ESRI dit que c'est un outil informatique permettant de présenter, analyser toute chose qui existe sur Terre sous forme de carte. Donc, ils offrent les possibilités d'une banque de données à travers une visualisation qui est propre à la cartographie. Leur application permet de créer des cartes pour intégrer tout type d'informations, pour mieux visualiser les différents scénarios, pour mieux présenter les idées, ainsi pour mieux appréhender l'étendue des solutions possibles. Donc, je vais arrêter ici la définition d'un SIG. On va se contenter de la définition qui peut nous servir dans un cadre historique, sinon je vais devoir me lancer dans tout ce qui est procédé technique. L'histoire de l'utilisation des SIG peut nous renseigner sur son potentiel de compatibilité avec la méthode historique. L'histoire des SIG ne date pas d'hier, puisqu'il s'agit d'exposer des éléments de nature géographique. Sa pratique peut être retracée au 19e siècle par deux exemples bien connus attestant de son utilisation et tirés du domaine de l'épidémiologie. Il s'agit d'abord, à votre droite, de la carte de John Snow, un médecin anglais qui avait voulu déterminer la source d'une épidémie particulièrement mortelle de choléra dans le quartier de Soho à Londres. Pour ce faire, il a indiqué la location des victimes par des points sur une carte civile qui montrait, entre autres, les différents points d'eau. Ce faisant, il a pu convaincre les autorités qu'une pompe en particulier était responsable de l'épidémie car contaminée par différentes matières fécales. En 1832, c'est plutôt la carte à votre gauche, qui est celle du Français Charles Picquet, qui réalise une carte des 48 districts de Paris en représentant les cas de choléra par des teintes différentes. Au fond, comme vous voyez, c'est simplement de superposer deux types d'éléments pour pouvoir arriver à une conclusion qui est différente à la seule vue d'une carte classique. Donc, le développement de l'informatique ne fait que faciliter l'utilisation des SIG et rendu sa pratique beaucoup plus simple et rapide en offrant la possibilité d'importer des données, de les rassembler et de superposer des couches à l'aide de logiciels tels QGIS. Pour ce qui est des rapports SIG et histoire, tout comme l'utilisation des SIG même, le phénomène qui associe géographie et histoire ne date pas d'hier. On vient d'en parler, certains historiens se sont penchés sur la manière d'examiner l'histoire à travers une perspective géographique. L'École des Annales, pilotée par Fernand Braudel, proposait d'examiner l'histoire à travers une perspective géographique, la géohistoire, une sorte de compréhension historique du contexte spatial et environnemental des activités humaines. Par contre, cette approche fait très peu usage du potentiel immense que représente la mise en relation des cartes. Il s'agit en fait plus d'un usage qui est métaphorique, au sens où les différentes couches géographiques représentent en fait les différents champs, détaillés plus tôt, la culturelle, économique et politique, qui proposait de superposer dans une approche pluridisciplinaire. Ce n'est pas au fond réellement des éléments superposés sur une carte.
Mais plus tard, d'autres historiens développeront ensuite leur conception des rapports géohistoire. En 87, Paul Carter arrime le terme « spatial history » à l'expérience humaine sur l'environnement physique et social. Il développe ce terme dans ses recherches portant sur les relations de pouvoir sur le territoire. Ensuite, Brian Harley incite les chercheurs et étudiants à concevoir les cartes coloniales et leur contexte de production comme un instrument de conquête impériale. Depuis, plusieurs historiens et historiennes ont écrit à partir du début des années 2000 des ouvrages qui arriment la géographie à l'histoire sous plusieurs procédés et selon différentes réflexions. Il s'agit de la base d'une introspection sur la méthode historique résumée par l'auteur Anne Kelly Knowles. Elle mentionne que la méthodologie des projets émergents dans ce domaine reflète une volonté des auteurs de ne pas perpétuer l'autorité de l'histoire écrite qui vise traditionnellement à argumenter sur des interprétations particulières des événements, comme je l'ai détaillé au début. Ce qu'ils recherchent plutôt, c'est d'encourager le lecteur à s'engager dans l'archive et dresser ses propres conclusions à partir des outils proposés. Nécessairement, c'est un type d'histoire qui implique une plus grande proportion de cartes, d'images et de matériel géographique en tout genre, au détriment du texte pur et simple. Ainsi, le lecteur peut non seulement critiquer une thèse ou un argument, mais aussi s'intégrer dans son processus de mise en évidence en y participant. Donc, l'application des SIG couvre tous les moyens utilisés par les chercheurs qui utilisent les technologies géospatiales pour enseigner et faire de la recherche. Les SIG offrent les possibilités et les outils pour visualiser de l'information historique dans son contexte géographique. Grâce aux SIG, il serait possible de rendre un monde complexe immédiatement compréhensible par la reconnaissance et la détection de schémas spéciaux qui, auparavant, demeuraient masqués dans la simple lecture d'un texte ou d'une carte. On peut donc visualiser des schémas géographiques intégrés dans les preuves historiques ou même dans les sources. Depuis l'émergence des SIG comme pratique, la production et la recherche tournent autour de 3 grands axes. Il s'agit d'abord du développement d'une économie spatiale, qui permet le développement d'outils analytiques particulièrement pertinents pour réaliser une histoire de l'environnement, ce dont on parlait hier d'ailleurs pour ceux qui étaient là. En effet, le fait de cartographier la mosaïque des activités économiques et des modes de vie donne un portrait de l'économie spatiale d'une région donnée. Par exemple, le géographe Bruce Campbell utilise les SIG pour procéder à une analyse de l'agriculture médiévale en Angleterre et Michael McCormick à celle des liens entre certaines couches de données traitées précédemment de manière individuelle qui révèlent certains aspects des populations européennes de 300 à 900 avant Jésus-Christ. Grâce à cette analyse-là, d'ailleurs, il en arrive à une nouvelle hypothèse, soit que l'économie européenne aurait pris forme beaucoup plus tôt que dans ses précédentes recherches. Finalement, l'historienne de l'environnement Lynn Heisley s'intéresse à l'évolution de l'environnement à travers le temps pour mesurer les changements écologiques à travers le temps de manière beaucoup plus complexe. Le deuxième axe de recherche, c'est celui qui, à mon sens, offre le plus de possibilités pour nous, en fait. Donc, c'est la reconstruction de paysages anciens. Ici, le terme « paysage » ne fait pas référence à quelque chose de scénique et pictural, mais bien d'un ensemble d'éléments qui constituent l'environnement physique et social d'un lieu, comme défini par le regretté géographe Dennis Cosgrove. Cet aspect peut s'opérer par la reconstruction virtuelle d'éléments anciens qui témoignent de l'évolution ou de la morphologie urbaine à travers le temps, par exemple la modélisation 3D. Le géoréférencement de cartes anciennes peut également s'avérer extrêmement utile pour comparer les éléments de ces cartes avec d'autres plus récents, les superposant. Si on a la chance, à la fin, je vous montrerai un exemple. Mais quand on y pense, on peut aussi dire que, quand je veux dire superposer des cartes, ça veut dire prendre une carte ancienne, la géoréférencer pour l'appliquer sur un modèle récent. Par exemple, si on prend une carte du renseignement français de l'Asie mineure et qu'on la superpose avec une carte actuelle, ça peut nous renseigner sur les niveaux de connaissance du renseignement du territoire et en fonction des cartes actuelles. Un autre exemple concret est l'analyse réalisée par Anne Kelly Knowles sur le champ de vision du général Lee pendant la bataille de Gettysburg. Puisque chaque camp manquait de renseignements et d'informations géographiques précises, l'étude du champ de vision d'état-major devenait particulièrement pertinente pour comprendre les décisions prises ou même leur absence. L'analyse fut d'abord réalisée à partir d'une carte de la région, celle que vous voyez à gauche, qui contenait plusieurs éléments, dont les arbres et collines, mais ne pouvait pas nous en apprendre davantage sur la situation de la bataille. En appliquant toutes sortes de méthodes, que je ne détaillerai pas ici parce qu'elles sont assez complexes, une fois superposées, on a pu voir une deuxième vision du champ du général Lee, celle que vous avez à droite, au deuxième jour de la bataille. En fait, l'historienne Anne Kelly Knowles voulait revenir sur le débat qui fait rage, à savoir pourquoi un général d'une telle expérience a-t-il décidé de lancer une charge frontale sans reconnaître qu'il représentait un désastre. L'explication dominante était celle que le général Longstreet, qui était l'exécutant de Lee, aurait mal compris les ordres et dévié des ordres originaux pour en fait compromettre la direction de l'assaut. Par contre, l'analyse de Knowles dans ce cas-ci permet une autre interprétation puisque les champs de vision dégagés sur sa carte à votre droite permet de mesurer l'hypothèse sur laquelle Lee ne pouvait en fait pas voir ce que son exécutant est en train de faire, ni voir les forces de l'Union devant lui.
Longstreet, lui, pouvait clairement voir les troupes unionistes contre qui il devait marcher et pouvait aussi clairement voir qu'il marchait dans un terrain découvert, ce qui menait directement à sa perte. Donc, il aurait plutôt mené ses hommes vers un point plus protégé, déviant des ordres initiaux, pour tout de même se faire battre par les troupes unionistes qui bénéficiaient d'un meilleur champ de vue. Ainsi, l'analyse de Knowles, dans ce cas-ci, en superposant différents éléments qui permettent de... En passant, ce qui est en gris, c'est ce que le général ne peut pas voir, et ce qui est en clair, c'est ce qu'il peut voir. Donc, son analyse permet surtout d'amener des nouveaux éléments de réponse, mais surtout de se poser des questions, à savoir, est-ce que les services de renseignement étaient déficients, est-ce que le général Lee était en bonne santé ce jour-là, peu importe. Donc, on ouvre différentes pistes de recherche. Donc, le dernier axe de recherche consiste à la création de projets nationaux et internationaux de SIG. Il s'agit d'institutions mettant en place des banques de données ou atlas qui mettent l'accent sur les données administratives et démographiques. Ces projets regroupent des documents d'archives, cartes SIG pouvant être utilisés par les chercheurs. Les exemples sont nombreux. Donc, voici un tableau tiré en fait du livre d'Anthony Knowles qui présente différentes initiatives qui, depuis 2005, ont émergé dans les universités, dans les institutions. C'est ce dont je parlais plus tôt, c'est-à-dire de mettre à disposition des chercheurs des données qui peuvent ensuite être utilisées pour s'impliquer dans le processus de mise en évidence d'une source. Ensuite, le phénomène des SIG et la réflexion sur l'espace comme grille d'analyse peut s'insérer dans un contexte de recherche globale. C'est une sorte de tournant spatial, comme définit Angelo Torre. Il dit « Par cette étiquette, spatial turn, on désigne la propension grandissante des historiens à prêter attention à la dimension spatiale dans l'étude du passé à partir des années 90 et à tisser en conséquence des rapports toujours plus étroits avec les spécialistes de géohistoire et de géographie culturelle. » Pour Bodenhammer, il s'agirait en fait du deuxième tournant spatial, puisqu'un premier, de 1880 à 1920, avait transformé notre manière de percevoir l'espace et le temps grâce à l'émergence des technologies de communication. Ainsi, dans les 2 dernières décennies, les sciences sociales auraient avancé vers une compréhension plus complexe et plus nuancée de l'espace. L'orientation des recherches géohistoriques tend maintenant à jeter un regard nouveau sur des recherches ayant été précédemment menées sans tenir compte de la notion d'espace. Par contre, la démarche en fait proposée par le Spatial Turn est absolument pertinente si on lui substitue son caractère globalisant, qui dans ses excès les plus inusités rejette toute forme de vérité universelle et de phénomènes structurants développés dans le dernier siècle, dans la mesure où ils ne tiennent pas compte de l'analyse spatiale et de cette grille d'analyse spatiale temporelle dans leur analyse. Cette orientation est marquée par les concepts spatiaux, permet précisément la redéfinition de la notion d'espace et l'abandon de sa notion absolue et cartésienne, comme proposé toujours par M. Cosgrove. Ce dernier concevait la notion de paysage comme essentielle à l'élaboration d'une vision différente de l'espace. Le paysage se réfère aux processus naturels et sociaux et correspond au résultat de l'action humaine qui transforme le monde matériel. Il s'avère être simultanément un espace naturel et culturel. Rapidement sur les limites et implications des SIG, la nature des SIG ainsi que sa pratique inhérente à l'informatique limite son usage chez les chercheurs. En effet, le caractère mathématique, statistique et cartésien des SIG est une barrière pour l'historien, alors que les SIG requièrent une bonne proportion d'informatique. Donc, le processus d'extraction des données peut prendre beaucoup de temps, le fait de maîtriser le matériel peut prendre beaucoup de temps et le travail doit se faire de pair avec les archives. De plus, l'histoire géographique intégrée implique que l'image, la carte, devienne une source à part entière pour ce qu'elle révèle, ce qui pose un problème épistémologique en géographie et histoire. La barrière entre ces 2 disciplines ne se limite pas à l'étude du où et l'étude du quand. L'histoire, elle, est plus traditionnellement narrative et la géographie plus visuelle. Et l'usage des SIG, force les ponts puisque les historiens doivent penser graphiquement et les géographes doivent s'habituer à la subtilité des textes historiques. On reproche aussi à ce type d'histoire d'être incomplet. En fournissant les outils qui permettent d'engager le lecteur avec la source, on laisse également la responsabilité de la thèse dans les mains du lecteur, puisqu'elle ne suit pas la logique normale de la production scientifique, comme je l'ai expliqué avec les conclusions de Knowles plus tôt. Cette approche-là permet également de mettre en doute la fausse autorité des cartes qui règnent depuis beaucoup trop longtemps. Puisque la carte devient précisément la source, il impose de porter un regard critique qui permet de s'apercevoir qu'elles sont souvent biaisées par les conceptions culturelles des géographes qui les ont produits, puisque, comme le résume bien l'historien Jean-Luc Pinol, la carte n'est pas une fin en soi, elle doit être compromise comme une démarche initiale qui permette à l'historienne et à l'historien de se poser des questions neuves. Finalement, l'intégration des notions de géographie et de SIG dans le contexte d'un tournant spatial en histoire a entre autres permis l'émergence ou l'actualisation de champs spécifiques dans différentes universités américaines, comme la géographie culturelle, l'histoire de l'exclusion spatiale ou encore l'histoire géographique intégrée. La réflexion qu'elle sous-entend permet de revitaliser la méthode historique en lui offrant une toute nouvelle grille d'analyse qui s'appuie sur des supports concrets sans toutefois faire abstraction d'un certain sens critique et de la proximité des sources. Quitte à me faire taxer d'utilitariste, d'un point de vue pratique, l'étude de l'histoire géographique appliquée permet le développement de compétences numériques qui sont prisées par les différents milieux professionnels et qui nous permettent, dans une certaine mesure, de nous placer avantageusement sur le marché du travail.
D'abord, l'apanage de la géomatique, il importe d'intégrer ses compétences minimales pour en mesure d'être concurrentiel. C'est pourquoi il est important de se pencher sur le potentiel des études en histoire géographique appliquée. Merci.